David Assouline, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. On va parler de l'actualité, la situation en Ukraine, les municipales, l'affaire Copé, l'attaque de Valls contre Goazgen, le dîner du CRIF avec François Hollande mardi soir prochain, ce mardi soir. On dira un mot peut-être d'Alain René, l'auteur de Nuit et brouillard qui vient de nous quitter. Et on va commencer avec la situation en Ukraine où on entend désormais des bruits de bottes. Les chars russes sont entrés en Crimée. Le Kremlin autorise l'intervention militaire en Ukraine et la France souhaite la suspension des préparatifs du G8 de Sochi. C'est Laurent Fabius qui vient de l'affirmer. Obama dit qu'une offensive militaire russe aurait un coût. Quel peut être ce coût ? D'abord, l'isolement diplomatique, c'est-à-dire il ne faut pas laisser ce qu'est en train de faire Vladimir Poutine sans réponse. Alors la réponse, quand on est pour la paix, pour la médiation, pour la solution politique, elle est avant tout diplomatique. Et il faut, et c'est en train d'être fait de façon très nette, il y a eu Barack Obama, ce matin Laurent Fabius a été aussi clair, qu'on parle d'une voix très forte, notamment l'Europe doit parler de façon très forte, parce que, oui, les bruits de bottes, vous avez dit, on dit les chars, et ça nous renvoie à une autre époque de l'autre côté du rideau de fer qui existait, et c'est absolument pas acceptable. Il faut que les peuples puissent s'autodéterminer, puissent avoir leur souveraineté et une partition, ou en tous les cas la solution des armes qui a été envisagée par le Parlement russe est absolument condamnable. Mais vous dites, monsieur Assouline, que les Ukrainiens doivent avoir leur souveraineté, mais les habitants de Crimée qui sont russophones et russophiles en général, eux aussi on pourrait peut-être leur demander leur avis, ça pourrait peut-être être la solution qu'on organise un référendum en Crimée qui appartient à l'Ukraine depuis 1954 uniquement. Hein. Avant c'était à la Russie, c'était un État indépendant, c'est un État autonome, pardon. Oui, mais Une république autonome. ne me renvoyez pas à l'histoire d'avant 54, parce qu'on pourrait en dire beaucoup, notamment en Crimée, une population qui était là depuis le XIIIe siècle. Oui, les Tatars qui ont été déportés par Staline. Qui ont été déportés en une nuit par centaines de milliers. Et donc, ne donnons pas comme exemple ce qui existait avant. Parce que la façon dont le régime soviétique avait traité ces minorités et ces nationalités n'était pas et ne sont pas un exemple pour moi. Aujourd'hui, je pense qu'il faut absolument qu'il y ait une solution politique qui fasse que toutes les populations qui vivent en Ukraine soient respectées. Et donc, mais justement, c'est pour ça, c'est parce qu'elles doivent être respectées que peut-être qu'on pourrait leur demander leur avis en Crimée en organisant un référendum. Est-ce que vous voulez être une république autonome dépendant de la Russie ou dépendant de l'Ukraine, peut-être? Je pense, moi, qu'aujourd'hui, il y a une intégrité territoriale de l'Ukraine qui doit être respectée, et cette autonomie qui existe de la Crimée aujourd'hui, elle est actée, elle est reconnue, eh bien, doit être respectée aussi, et qu'il n'y ait pas d'exaction d'un côté ou de l'autre selon l'origine des populations. Mais je ne crois pas vraiment que quand, si on nous posait la question en France sur telle région qui voudrait, pourquoi on ne ferait pas un référendum pour qu'elle se sépare, je ne crois pas que ce serait une solution. Donc je le dis là, comment dire, on n'est pas sur la question de savoir ce que veulent les populations de Crimée. Là, c'est le Parlement russe qui a décidé qu'il peut intervenir, sortir de ses bases qu'il a déjà en Crimée pour défendre ses intérêts. Et ça, c'est absolument pas admissible. Je le répète, il y a une façon d'agir sur la scène internationale, y compris à l'intérieur même de la Russie, par Vladimir Poutine, qui est autoritaire, qui nie les droits fondamentaux, notamment les droits de l'homme. Et ça a été rappelé, notamment avec
ce qui a été dit, annoncé, ce qui se passe tous les jours avec cette liberté de la presse bâillonnée, ce nombre d'assassinats de journalistes qui, pour une démocratie, serait intolérable. Donc il y a bien un problème là, mais aussi les homosexuels, etc. Donc il y a un sujet là, mais je le répète, il ne s'agit pas maintenant de dire l'Ukraine doit choisir entre l'Europe et la Russie. Elle est à cette confluence de relations importantes qu'elle doit avoir des deux côtés, mais en toute indépendance. Et il faut que cette souveraineté soit respectée. Et il faut que l'Europe continue sur la ligne sur le terrain diplomatique, parce que l'Europe a quand même été partie prenante, elle a été très présente à la fin du soulèvement et des manifestations. Et heureusement, elle doit continuer sur la même ligne, même face aux menaces militaires de Poutine. Mais sur une ligne politique et non militaire. C'est-à-dire, on voit d'ailleurs que quand elle a commencé à parler d'une seule voix, eh bien, il y a eu des conséquences. Il y a eu des conséquences parce que, cette entité, quand elle veut être une entité politique qui parle d'une seule voix, est entendue. Aujourd'hui, la France se montre même disponible pour une médiation, c'est ça, la bonne voie. Je vous le répète, c'est très inquiétant la situation là-bas. Quand on commence tel que c'est annoncé par la Russie, eh bien on ne sait pas où ça s'arrête. Et il faut que cette dérive cesse vite et qu'il n'y ait pas, le silence du reste du monde. La façon dont François Hollande s'implique est tout à fait nécessaire. C'est la voix de l'Europe, c'est la crédibilité de l'Europe qui est en jeu. Alors, il n'y a pas tout à fait le silence du reste du monde, parce que Obama a téléphoné à Poutine. Oui. Alors, Poutine, lui, de son côté, il craint que l'OTAN s'installe à ses portes. C'est pour ça qu'il réagit aussi violemment. Alors, Obama lui a téléphoné. Peut-être qu'il y a actuellement des discussions pour essayer de rétablir la situation, de voir ce qu'on pourrait faire pour pas que ça dégénère. Est-ce que nous, en Europe, on doit s'inquiéter ? Je dis globalement, c'est inquiétant, oui, pour l'Europe et pour le monde. C'est pas un petit conflit, c'est pas une situation simple. Et je le répète, c'est la voie diplomatique. Je pense que la façon dont l'Europe a réagi, notamment la France, l'Allemagne et la Pologne, qui ont joué un rôle dans le fait d'aller vers une transition démocratique et des élections, parce que c'est la seule solution. La seule solution, c'est que le peuple se prononce. Vous parliez d'un référendum en Crimée, mais il faut que l'ensemble du peuple ukrainien reparte aux urnes et valide des dirigeants légitimes, acceptés, avec un programme qui permette, en tous les cas, de sortir de la crise, et politique et économique, parce qu'en fond, il y a cette crise économique. Et pour l'Europe, il s'agit aussi d'aider au développement économique de l'Ukraine. C'est une condition de la stabilité politique de ce pays. Mais je répète, la souveraineté d'un pays, ça ne se négocie pas. Il y a des résolutions, il y a des règles internationales. Et là, elles doivent être réaffirmées de façon forte, je le répète. Elles l'ont été par Obama, par François Hollande, qui a aussi appelé Vladimir Poutine hier pour dire ces choses-là. Et la France joue son rôle puisqu'elle se propose à la médiation. Alors la France propose une médiation, mais vous dites qu'il faut rester sur la ligne politique et diplomatique parce qu'il y a eu le précédent quand même de la Syrie. Il pouvait y avoir une réédition. Non, mais je veux dire, en Syrie, il y avait eu... la France était montée au rideau et les Américains n'avaient pas suivi. Il y avait un risque de réédition de ce type de scénario. Non, c'est pas... Non, la France et les États-Unis ont parlé d'une même voix et ont permis, par cette voix forte, y compris ces menaces, de faire que quelque chose quand même de très important a été acté, c'est la destruction des armes chimiques. Et il faut maintenant que ça se passe de façon effective. Il y a des contrôles prévus, mais c'était là-dessus qu'ils avaient fait les menaces, et pas en général. C'était par rapport à l'utilisation des armes chimiques.
et qui était une menace non seulement pour la population syrienne. C'est d'ailleurs Poutine Lavrov qui avait obtenu cet accord. Non, mais oui, c'est une façon de dire. C'est eux qui, face à la menace d'une intervention armée, ont tenu compte de cette pression très forte des États-Unis et de la France. Donc, je le répète, pour moi, la vision et l'analyse de ce qui s'est passé, c'est que si il y a eu un accord pour la destruction des armes chimiques, c'est bien parce qu'il y a eu ces paroles fortes et ces menaces, parce que ça fait aussi partie de la diplomatie. Alors justement, la Syrie, pendant ce temps, je trouve qu'on n'en parle pas beaucoup de la Syrie. Oui. Elie Wiesel, le prix Nobel de la paix, a parlé de crimes contre l'humanité. C'est vrai que des civils syriens, beaucoup de Palestiniens également, sont massacrés. Alors comment vous expliquez qu'on n'en parle pas plus ? Parce qu'on ne peut pas parler de 36 choses en même temps. On a l'Ukraine. Non, non. J'aimerais qu'on en parle plus, oui, bien entendu. Il y a un peuple qui est sacrifié. Il y a 200 000 morts, je crois, depuis le début de ce conflit. C'est quelque chose qui, au-delà d'un conflit armé, touche massivement des populations civiles, qui sont toujours, vous le savez, dans ce type de conflit, les principales victimes. Et il faut continuer à en parler de façon forte. Mais ce n'est pas la même situation, même si en toile de fond, on voit bien que pour trouver des solutions, il faut que la Russie ne bloque pas et joue un autre rôle. Mais enfin bon, voilà, c'est à travers ce qui se passe en Ukraine, il faut que la Russie comprenne qu'elle ne peut pas jouer sur tous les tableaux, vouloir être un pays avec des relations normalisées, considéré comme un grand et donc aussi une démocratie, et bloquer ce qui bloquer ou même agir contre ce qui défend, sauvegarde les droits fondamentaux des peuples, notamment leur souveraineté, mais aussi des droits de l'homme. Il y a un sujet là. Alors, François Hollande sera au CRIF mardi soir. Il va probablement évoquer tous ces problèmes. Quel va être le message du président de la République ? Vous êtes dans le secret des dieux, vous êtes porte-parole du Parti socialiste. Oui, on veut le scoop. Vous avez quand même compris que le porte-parole du Parti socialiste parle pour le Parti socialiste et qu'il n'y a pas de confusion des gens entre l'État et ce que va dire le chef de l'État. Alors, qu'est-ce que vous voudriez qu'il dise ? Moi, ce que j'attends, c'est les discours forts qu'il a eu à chaque fois, et je pense que ça, tout le monde peut le reconnaître, des discours très forts de vigilance par rapport à toutes les dérives racistes, antisémites, et notamment les dernières qui ont eu pignon sur rue à Paris. Il y a eu, pour la première fois depuis la Libération, une manifestation conséquente avec des gens qui ont dit « dehors les Juifs ». Et ça, c'est pas quelque chose d'anodin. Bon, ils s'en sont pris aux francs-maçons, ils s'en sont pris aux homosexuels, mais il faut mettre le haut là et réaffirmer que la défense des valeurs de la République, la lutte intransigeante contre toutes les formes de racisme et contre l'antisémitisme est une nécessité. Il faut réaffirmer la fraternité qui est ce que vivent la grande majorité de nos concitoyens qui ont des origines diverses, mais qui arrivent à vivre parce qu'il y a un socle là qui est respecté, la laïcité et ces valeurs de la République qui ont été mises à mal, notamment parce qu'il y a un parti qui politiquement incarne la remise en cause de ces valeurs qui est le Front National et qui est de plus en plus banalisé, avec une droite qui a été complaisante envers ce parti et ses idées aussi, jusqu'à, et on va le voir au municipal, ça sera une épreuve de vérité, envisager que entre le Front National et le Parti Socialiste, il n'y avait pas de différence, et on était donc dans une situation de banalisation des thèmes et des thèses extrémistes. Voilà, et donc moi j'attends surtout un discours de République, de protection de la République, mais aussi de grande vigilance,
le sursaut républicain qu'il faudra opérer. Je l'ai dit il y a quelques semaines, après cette manifestation. Les républicains, il y en a beaucoup. On les entend pas assez ensemble quand il y a ce genre de manifestation. Et il va falloir que cette réponse, au-delà des élections et au-delà des convictions partidaires, eh bien, rassemble tous les républicains. Ils doivent brandir fièrement, notamment cette fraternité nécessaire partout, dans tous nos quartiers, dans tous nos territoires, qui permet, eh bien, quelle que soit sa religion, ses origines, à tous les Français de vivre ensemble. Monsieur David Assouline, est-ce que vous pensez que Manuel Valls en a fait un petit peu trop contre Claude Goasguen ? Non, vous savez... Quand il a rappelé son non, passé d'extrême droite. Arrêter de jouer les vierges effarouchées à droite. Très franchement, regardez les questions d'actualité tous les mardis et mercredis, la mauvaise foi et la violence avec laquelle le gouvernement est attaqué. Et M. Goasguen n'est pas en reste, même quand c'est pas lui qui pose les questions. On voit bien que il était souvent extrême et de très mauvaise foi dans sa façon de combattre. Donc voilà, quand on est comme ça, on peut avoir des revers et des retours de bâton. Et Manuel Valls, c'est quelqu'un en général qui dit les choses nettement. Et je ne vois pas pourquoi il en aurait fait trop là. Il a rappelé le passé. Mais enfin, vous n'êtes pas content quand on rappelle à l'occasion le passé trotskiste dans sa jeunesse de Lionel Jospin. Ça n'a rien à voir, justement. Ça n'a absolument rien à voir. Moi, j'ai un passé, mais j'ai toujours combattu pour la fraternité, pour l'internationalisme, pour des valeurs humaines qui sont tout à fait à la base des valeurs de la République. Quand on a combattu à côté d'extrémistes qui remettent en cause ces valeurs-là, on ne vient pas sans arrêt donner des leçons, surtout là, l'accusation, hein, je vous rappelle quand même, c'était de considérer que la manifestation de Notre-Dame-des-Landes avait suscité plus de complaisance dans le maintien de l'ordre que celle du mariage pour tous, contre le mariage pour tous. C'était une insulte qui a été faite au ministre de l'Intérieur de dire qu'il peut être dans des attitudes comme ça de complaisance quand on voit la difficulté qu'il y a eu là-bas par rapport aux casseurs qui étaient en nombre très important et le courage notamment des forces de l'ordre sans qu'il y ait de drame pour maintenir l'ordre. On ne peut pas dire des choses comme ça et puis s'attendre à ce qu'on reçoive des bisous en contrepartie. Donc voilà, M. Goasguen, qui, pas seulement dans son passé, ces derniers temps, a des propos toujours très, très extrémistes, je trouve, pour un républicain, et notamment sur les musulmans. Il se lâche pas mal. Et voilà, il faut être dans l'exigence du respect, notamment des responsables politiques. Quand on se présente au municipal à Paris, eh bien, et qu'on a une chance voilà, d'avoir des responsabilités dans son arrondissement, comme il en a aujourd'hui, on attend voilà, du respect et une autre attitude. Alors, on l'invitera la semaine prochaine, d'ailleurs, il s'expliquera là-dessus. Alors, Jean-François Copé est au cœur d'une tourmente depuis la sortie du Point cette semaine, qu'il accuse d'avoir favorisé deux de ses amis au détriment du MP. Est-ce que pour vous, ça met un terme à ses ambitions présidentielles ? Moi, je ne suis pas dans l'analyse, je ne suis pas journaliste des ambitions des uns et des autres ou de leur plan de carrière. Déjà, sur ce que j'ai pu voir du Point, je suis sidéré des accusations. Si elles s'avéraient exactes, c'est pas anodin, c'est assez grave. Je suis aussi sidéré de la réponse de M. Copé, l'UMP, parce que
je veux dire, je suis sidéré par la légèreté de la réponse. Il attaque en diffamation, on va voir ce qu'il a à dire. Bien, on verra bien. Mais en tous les cas, pour l'instant, il y a la thèse du complot. Mais le complot de qui? De ses propres amis. Et puis Le Point, c'est pas une officine de gauche, je crois. Bon, et si on regarde les unes du Point depuis 2 ans, on ne peut pas dire que François Hollande et le gouvernement est épargné. Regardez ne serait-ce que celle des dernières semaines. Donc c'est pas... Mais est-ce qu'il n'y a pas... Ce que je veux dire là, c'est que de toute façon... l'UMP a un problème avec les comptes en général. Hein. C'était les comptes de la nation quand ils ont gouverné pendant 10 ans. Déficit, 600 milliards supplémentaires en 5 ans, doublement en 10 ans de la dette de la France, la compétitivité, la balance commerciale aussi atteinte. Bon, et ensuite les comptes de campagne de Nicolas Sarkozy, et maintenant encore une affaire de compte de l'UMP, de surfacturation, etc., avec des proches de M. Copé qui sont mis, disons, en accusation. Ils n'ont pas beaucoup de leçons, je crois, à nous donner, puisqu'ils le font toute la journée. Heureusement que la France est gérée autrement et de façon plus transparente. Mais cette une du Point à moins de 3 semaines des municipales, est-ce qu'il n'y a pas quand même un peu d'acharnement ou du copé bashing et est-ce que ça ne peut pas favoriser la montée du Front National? Très franchement, je suis tout à fait en état d'alerte par rapport à tout ce qui peut favoriser le Front National, et notamment un climat délétère. C'est une évidence. Mais c'est pas M. Copé qui est le rempart. Hein. Franchement, il a plutôt alimenté et même été au-delà. Quand il parlait du pain au chocolat, quand il sort dans une émission comme ça, un livre, tous à poil, pour fustiger l'éducation à l'égalité, voilà, à chaque fois, et quand il dit qu'il n'a pas à choisir entre le Front National et le Parti Socialiste, on ne peut pas dire que c'est un rempart contre le Front National. Au contraire, c'est un des acteurs de la droite républicaine qui encourage et banalise ce type de thèse. Mais ce que je veux dire, c'est que il faut avoir, pour ce qu'a dit Le Point, le regard sur une enquête journalistique. Ce n'est pas la justice. Donc voilà, ce sont des faits comme ça mis sur la place. Moi je dis, s'ils sont avérés, ils sont graves. Et c'est tout. Et que la réponse me paraît tout aussi sidérante, parce que pas à la hauteur. La thèse du complot, en plus ciblée sur François-Olivier Gisbert, est tout à fait mais c'est vrai qu'on a vu assez souvent François-Olivier Gisbert l'attaquer. M. Copé est le principal acteur de son bashing. Voilà. On ne peut pas dire qu'il y a dans le pays une cabale de presse sur lui. Non, je vois qu'il y a eu du Hollande bashing pendant 2 ans de façon très importante. Et notamment, on peut dire que Le Point, il a quand même fait quelques unes et quelques couvertures très dures sur le plan politique. Donc, y compris l'émetteur, si vous préférez, de ce papier, me semble pas être un émetteur qui a des a priori vis-à-vis de la droite et du chef de l'UMP. Alors, on va dire quelques mots du remaniement annoncé du gouvernement pour après les municipales, si j'ai bien suivi. Cécile Duflot va-t-elle partir? Va-t-elle rester? On laisse entendre qu'elle est plus dangereuse à l'extérieur qu'à l'intérieur. Vous pensez qu'elle peut garder sa place après les manifestations de Notre-Dame-des-Landes? Mais ça n'est pas en question. Je pense que quand ils sont rentrés au gouvernement, nous savions qu'il y avait une divergence qu'on avait donc mis de côté dans l'accord que nous avons passé entre le PS et les Verts sur la question de Notre-Dame-des-Landes et la nécessité de construire un aéroport ou pas. Donc c'était acté. Mais là où il ne peut pas y avoir de discussion possible, c'est la condamnation de toutes les violences et de violences dans des manifestations telles qu'elles se sont produites là-bas, ce qui a été fait par les Verts
à la suite des manifestations. On n'a pas entendu Madame Duflot condamner les violences. Si, moi je l'ai lu, mais en tous les cas... Elle a dit qu'elle aurait été non, mais ça, à c'était la avant. manifestation. Non, mais ça c'était avant, oui, mais non, après, vous je veux voyez, dire, on il ne l'a faut pas entendu. reconstruire les choses. Elle a fait un interview dans Le Monde. Moi, je ne suis pas d'accord avec tout ce qui a été dit dans cette interview, mais ça, c'est les différences qu'il y a à gauche. Et, le gouvernement, la majorité n'est pas monolithique. Et elle a dit qu'elle soutenait cette manifestation pacifique appelée... Et c'est vrai qu'elle l'a dit avant les débordements. Après, bon, voilà, c'était quand même prévisible qu'il pouvait y avoir du grabuge, donc on peut se dire qu'au maximum, il y a eu de l'imprudence, mais en tous les cas, on ne peut pas mélanger sa prise de position avant avec ces violences. Les Verts les ont condamnées de façon très nette. Et le Sénat, donc, vous êtes sénateur, est-ce qu'il y a un danger pour vous qu'il repasse à droite ? Il y a toujours, la majorité est tout à fait faible depuis le début. C'était déjà quelque chose d'énorme de réussir à faire basculer cette majorité de droite depuis toujours au Sénat. Et donc c'est une majorité étroite, il faut attendre le résultat des municipales. Mais moi je suis confiant sur le fait que nous allons réussir à continuer à faire que ce Sénat se rénove, parce que après tant d'années ça ne se fait pas en un coup, et que la majorité de gauche reste là. Donc voilà, moi je suis toujours embêté à commenter les élections qui vont venir, parce que, comment vous dire, quelle que soit la situation, je pense que, et les analyses et les sondages, je pense que c'est les électeurs qui ont vraiment le dernier mot, que de plus en plus il est difficile de savoir ce qu'ils vont faire le jour J, et notamment s'ils vont se déplacer aux urnes. Et donc voilà, j'ai une confiance en quoi ? J'ai une confiance dans le fait que les équipes qui dirigent les municipalités, en grande majorité dans notre pays, les grandes villes de gauche, ont bien fait leur boulot, que c'est un boulot apprécié sur le plan local. On sait bien qu'il y a un climat national très difficile pour l'ensemble de nos concitoyens. Eh bien, à nous de convaincre un par un, et c'est pour cela que nous faisons beaucoup de porte-à-porte et de contacts directs, parce que ne suffisent pas les messages comme ça, faciles, envoyés en quelques mots sur des antennes de télévision ou de radio ou sur les réseaux sociaux. Ce sont des citoyens qui ont envie de comprendre, qui ont besoin d'être rassurés. Et donc, nous faisons une campagne de proximité, et moi, je ne fais pas de pronostic, je me bats. Et je me bats pour que la gauche conserve les villes, parce que vraiment, les villes de gauche, on vit bien ensemble, et on vit beaucoup mieux que ce que nous proposent ou ne proposent pas, parce qu'ils ont très peu de projets. Regardez NKM à Paris, c'est vraiment, ça fait quand même 6 mois que c'est un peu léger tout ça. Tout ce qu'elle peut raconter en passant du coq à l'âne, en rassemblant pas sa propre majorité, en changeant encore hier de tête de liste dans le 2e arrondissement, à 3 semaines du scrutin. Voilà, il faut cette stabilité, cette force, cette volonté de faire vivre ensemble, de répondre aux problèmes quotidiens de nos concitoyens. La gauche municipale est vraiment plutôt, en général, plébiscitée par ceux qui vivent dans ces villes. Et j'aimerais que l'enjeu soit celui-là pour chaque citoyen. À nous de convaincre. Qu'est-ce que vous pensez de la visite cette semaine de Nicolas Sarkozy chez Angela Merkel ? Voilà, comment vous dire, on disait qu'il envoyait des cartes postales. Bon, ça commençait effectivement à faire un peu lourd, que son trajet soit celui d'un accompagnateur de concert de musique de sa femme. Bon, alors là, on voit bien qu'il prépare un retour, c'est sans équivoque, quand il le décidera, et que on comprend mieux d'ailleurs pourquoi il se passe beaucoup de choses à l'UMP et qu'il n'arrive pas à avoir un leadership, parce que je pense qu'il y a l'organisation du vide pour permettre son retour. Et je répète, même ce qui apparaît là comme accusation contre M. Copé, quand je lis le tweet de M. Tardy, le député de l'UMP, oui, qui dit on savait tous, bon, on voit bien
qu'à l'UMP, c'est encore la guéguerre totale, et je pense qu'elle est entretenue par celui qui veut revenir. À propos de l'Allemagne, la cour de Karlsruhe, on a appris qu'elle a décidé d'abaisser le seuil d'entrée des Allemands au Parlement européen à 3%, ce qui fait qu'un député d'extrême droite pourrait entrer. Ça renforce le Front National au Parlement européen qui pourrait constituer un groupe. Qu'en pensez-vous ? Oui, au-delà de ce fait, c'est clair qu'aux élections européennes, il va y avoir un double enjeu. Non seulement dégager une majorité progressiste, parce que le président de la Commission européenne, cette fois-ci, sera issu de cette majorité parlementaire. Et ce week-end, à Rome, tous les socialistes et sociodémocrates de l'ensemble des pays d'Europe ont élu comme tête de liste Martin Schulz. Donc nous avons un candidat, et cette fois-ci, c'est voter pour celui qui va diriger l'exécutif, entre guillemets, la Commission européenne. Donc c'est un vrai enjeu nouveau qu'il faut faire comprendre. Et il faut offrir cette alternative d'une majorité progressiste contre les conservateurs, l'investissement, la lutte contre le chômage, pour la croissance, contre l'austérité qui a été là pendant 10 ans. Et d'ailleurs, M. Nicolas Sarkozy, qui vient faire un discours sur l'Europe à Berlin, devrait savoir que le leadership, c'est pas être à la traîne de Mme Merkel comme il l'a fait, et être à la traîne de politiques d'austérité qui ont mené l'Europe au bord du gouffre. Et depuis que François Hollande est là, la relation de partenariat est beaucoup plus respectée, à égalité, et on voit que ça a changé quelque chose en Europe, parce que la lutte contre les paradis fiscaux, la lutte pour réorienter l'Europe plus vers la croissance, la solidarité vers la Grèce, l'Espagne, etc., a permis de sauver l'euro, qu'on disait au bord de la faillite et peut-être de l'implosion ou de l'explosion juste après son élection. Donc il y a cet enjeu-là, et il y a l'enjeu de la lutte contre ceux qui veulent rejeter l'Europe, mais qui prônent le repli sur soi, la haine des autres. C'est le Front National. Et aux européennes, nous savons que c'est maintenant un vrai enjeu. Au niveau européen, la constitution d'un groupe, leur capacité à peser, à bloquer, à vouloir bloquer l'Europe, mais aussi en France. Si ce parti était au score où il est donné dans les sondages, ce serait un coup de semonce, et il faut l'empêcher, c'est encore possible. Pour cela, il ne faut pas alimenter tous les discours nationalistes, anti-européens, du chacun pour soi. La question MyBooks pour finir. MyBooks, c'est un site d'information littéraire, et en partenariat avec ce site, on vous pose la question: quel est votre livre de chevet, monsieur David Assouline? Quel livre lisez-vous en ce moment? Oui, en ce moment, parce que le livre de chevet, j'ai souvent dit que c'était pour moi L'homme révolté d'Albert Camus, mais en ce moment, un livre de Mahi Binbin, qui est un écrivain, mais qui est aussi grand écrivain que grand peintre, marocain, né à Marrakech, qui a déjà est peut-être plus connu par une adaptation au cinéma d'un de ses livres, Les Étoiles de Sidi Moumen, qui a été adapté au cinéma par Nabil Ayouch sur les kamikazes qui ont fait ces attentats en 2003, venus des bidonvilles de Casablanca, qui avaient interpellé, frappé, et ce film est extraordinaire, mais le livre qui raconte cette histoire dans ces bidonvilles et la façon dont les islamistes utilisent ce désespoir, là c'est un livre, Le Seigneur vous le rendra, qui toujours a ce regard tendre, ce regard en même temps avec beaucoup d'humour sur la population de la médina de Marrakech. Ça me rappelle un peu aussi mon enfance, les odeurs que l'on sent en lisant le livre, mais aussi les personnages que l'on voit déambuler mais aussi qui est une ode à la culture, à la possibilité de l'émancipation par le savoir, par le livre, et autant parce que c'est beau, que parce que c'est un ami maintenant, personnel. Je suis sur son dernier livre. Merci David Assouline, sénateur de Paris, porte-parole du Parti socialiste.